Bonsoir. Qui n'a jamais eu envie d'envoyer valser son ordinateur ou n'importe quel objet dans des moments de grande colère? En vérité, peu d'entre nous passent à l'acte. Notre éducation, les règles de bienséance nous apprennent à contrôler cette émotion. Parce que la colère, c'est mal vu et la mauvaise réputation, elle nous submerge et parfois nous détruit. Pourtant, les spécialistes l'affirment, nous ne pourrions pas vivre sans colère. Elle nous protège et vous le verrez dans cette émission, elle augmente considérablement nos performances physiques et cognitives. Mais pour commencer, je vous propose de nous faufiler dans la tête d'un colérique, décryptage d'une émotion explosive. Je rentre dans le garage de chez moi et il y a deux personnes qui marchent normal. Tout à coup, je sens le pistolet dans ma tête, une autre dans mon abdomen. Ils me disent ta moto ou ta vie? Donne ta moto. Et là, on a une colère, de la peur. Et puis il y a tout ton corps qui change, qui se met à bouillir. Je deviens rouge, le sang qui est chaud. C'est comme s'il y avait le feu dedans. Les yeux qui deviennent gonflés, rouges, tout. C'est ça. Je pense vite, il y a mes fils là, à l'intérieur. Si jamais je me fais tirer dessus, c'est comme si on faisait des calculs. Ta, 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 ta. Je dis non, qu'il part avec ça. Je laisse faire. Mais je crois que je marche pendant 3-4 heures pendant tout ce temps-là. Je ne me rends pas compte combien je marche, combien de kilomètres je fais. Je suis dans tous les parkings de la ville. Je regarde partout pour voir si je les vois. Puis c'est une colère horrible. Il y a ce sentiment de rage qui me dit trouve la moto. C'est l'impuissance. C'est une puissance qu'on ne peut pas décrire facilement. Voilà. Cette histoire se passe en Colombie il y a longtemps. Depuis, Eduardo s'est installé en Suisse avec sa nouvelle famille. La culture de la bienveillance helvétique l'a séduit. Elle l'aide à trouver un équilibre entre son tempérament bouillonnant des pays latins et la ligne rouge qu'il essaye de ne pas franchir. J'explose vite. Je ne regarde pas les choses, c'est ça. C'est vrai que s'il y a quelque chose qui est moyen grave ou grave, j'explose. Ouais, Donc vous êtes colérique? On pourrait dire ça, ouais. Bon, des fois, avec les enfants, je suis un petit peu à l'ancienne. Un petit peu ce genre de papa strict, un petit peu, militaire peut-être. Surtout quand on fait pas les choses comme je veux. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, s'il arrive alors qu'il veut, sans rien me dire, voilà, là, je suis en colère. Voilà. Là, je suis fâché. Et elle s'exprime comment, à ce moment-là, cette colère? Ah, d'abord, je lui parle. Pourquoi tu as fait ça, ta. Fort. Mais un petit peu fort, oui. Après, ça dépend comment il me répond aussi. S'il accepte, voilà, là, je suis calme. Mais s'il commence à crier aussi, c'est là que ça peut tourner autrement, plus d'une autre façon. Parce qu'on commence à crier les deux. C'est ça quand... C'est comme le feu, ça s'allume vite. Alors, pour éteindre l'incendie, Eduardo entame une médiation au Centre Couple et Famille de Genève. Avec son fils, la colère monte vite. Elle dégrade les relations avec l'adolescent. Les psychologues le disent, les émotions débordent davantage avec ceux qu'on aime. Bon appétit, hein. Plaisir. Dans son travail, Eduardo sait se maîtriser. Il est pourtant chef de salle dans le restaurant familial, un lieu où le coup de chaud en cuisine, c'est connu, est un terrain favorable pour exploser. Moi, je ne suis pas une personne qui aime beaucoup dire les choses 2 ou 3 fois. Je n'aime pas être derrière les gens. Mais c'est vrai que
Ça me met des fois un petit peu en colère quand les gens ne font pas comme on le dit. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais taper par là, je vais casser les... Non, non. J'arrive pas jusqu'à là. C'est une colère, comment on dit, fugace peut-être, voilà, qui va vite et puis voilà, ça descend. Nader Perrou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, vous dirigez l'équipe de l'unité du trouble de la régulation émotionnelle au HUG. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous éclairer sur ce qu'il se passe au niveau psychologique au moment décrit par Eduardo où la tension monte avec son fils? Ce qu'on peut voir chez Eduardo, c'est que non seulement la tension monte très vite, très rapidement, mais aussi très haut, et qu'à ce moment-là, sur une émotion qui semble être de la colère, il est plus capable de penser. Donc il n'y a plus que son point de vue qui compte, et il est surtout plus capable de percevoir le point de vue de son fils. Son fils peut avoir des raisons pour lesquelles il n'a pas fait ses devoirs ou pour lesquelles il n'est peut-être pas allé à l'école. Eduardo n'est plus capable d'entendre ses arguments. Seul son point de vue compte parce qu'il est embarqué par son émotion de colère. Avec quelqu'un qu'on connaît très bien, on anticipe, c'est ça aussi le problème. Oui, alors ça c'est l'autre chose, c'est qu'avec quelqu'un qu'on connaît, on sait ce qu'il va dire. Vu qu'on le connaît bien, on a une idée de comment il va agir, comment il va répondre à ce que j'ai dit. Le nombre de fois où ça vous est très certainement déjà arrivé dans une dispute, mais je savais que tu allais faire ça, je savais que tu allais dire ça, et ça alimente la colère. Donc ça participe à la montée émotionnelle également. Et puis finalement, il y a aussi ce qu'on appelle le système d'attachement, qui est la manière un peu naturelle que j'ai depuis tout petit d'interagir avec autrui. C'est ma manière d'être en relation avec quelqu'un de proche. Le système d'attachement est un système qui s'active uniquement dans les relations proches, pas dans les relations lointaines avec des gens que je ne connais pas. Et ce système d'attachement peut être sécure, c'est-à-dire que quand je suis dans une relation avec quelqu'un, je sais que cette personne ne me veut pas de mal, je suis assez stable dans cette relation, et même si on en vient à se disputer, je ne vais pas en tirer des conclusions sur « il m'aime plus, il veut m'abandonner, il est en train de me quitter », etc. Ça me permet naturellement de réguler mon émotion. Si j'ai un système d'attachement un peu insécure, eh bien, je vais très vite interpréter les signaux que me donne l'autre comme « il est en train de me laisser tomber, il m'aime plus, il m'a jamais aimé, il me déteste, etc., etc. » Et ça va alimenter et activer encore plus mes émotions de tristesse, de colère ou toute autre émotion négative. Alors nous, nous sommes amusés à observer la réaction de ceux qui sont confrontés à une montée de colère et vous allez voir que ça peut vite mettre mal à l'aise. La colère, c'est souvent comme un orage que l'on se prend en pleine figure. Et question orage, il y a ceux qui gèrent et ceux qui détestent. Qu'en est-il de la colère? Sommes-nous tous égaux face à un colérique? Pour le savoir, nous avons tenté une expérience en caméra discrète avec 2 comédiens, Alice et Dimitri. Nous leur avons demandé de simuler une scène de colère ordinaire. Nos 6 figurants volontaires sont censés remplir un formulaire de qualité sur nos émissions télé. Personne ne se doute de ce qui va se passer. Les comédiens vont jouer la scène 3 fois, avec à chaque fois 2 volontaires piégés. De quelle manière nos figurants vont-ils réagir? Alice commence à poser des questions pour agacer son complice. Vous savez s'il faut mettre le nom? À la fin, oui. Ah ouais. Et là, ça veut dire 6 enfants. Bah ouais. J'imagine, ouais. Si on n'a pas d'enfants derrière. Elle laisse ensuite tomber son stylo sous sa chaise et demande à Dimitri de lui ramasser. Notre comédien feint de ne pas le trouver. Je vois pas. Je sais pas bien là. Pardon. Merci. Sympa. Sous le couvert de chuchotements, la colère de Dimitri commence à monter. Écoute, sympa. C'est bon. Je sentais qu'il y avait une réaction à l'intérieur qui disait « Oula, qu'est-ce qui se passe ?»
Et on va essayer de rester le plus neutre possible pour pas non plus mettre de l'huile sur le feu. Ou... J'avais envie de me lever, mais je me suis dit qu'il fallait que j'attende de voir comment ça évoluait. Je me suis dit, mais quand même, il exagère, son attitude. Oui, moi, ça m'a dérangé. J'ai regardé Marie-Jeanne pendant un petit instant. On s'est regardé un peu, savant pas trop quoi faire, justement. Et puis on s'est regardé, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il fait Tranquille. Je suis tranquille. Où j'ai trouvé que c'était pas très commode de sa part. Surtout que étant à côté, j'ai un petit peu entendu ce qu'il se disait. J'ai trouvé qu'il exagérait beaucoup. Oui. Pas besoin de t'énerver, c'est bon. Pourquoi vous me dites tu, on se connaît? Le premier qui s'arrête, c'est celui qui a gagné. Non, franchement, c'est pas sûr. Franchement, là, c'est pas bon, quoi. Tout va bien, tout va bien. Non, ça va, c'est bon. Vous me laissez tranquille. Je suis désolée. Ah, bien sûr, vous êtes désolé. Moi, j'ai autre chose à faire. Non, excusez-moi, mais franchement, moi... Non, mais si, mais non, mais... Votre veste. Merci. Bon, franchement, moi, j'ai autre chose à faire que me faire emmerder. Et puis, si vous savez pas tenir un stylo, bah, rentrez chez vous, merde, quoi. Mais Avec vous, oui. Non, non, désolé. Qu'est-ce que vous avez dit? Il avait l'air sur la défensive en arrivant déjà. Oh non, mais... Bonne journée. Ça va? Ouais. À l'intérieur, il y a tout qui se bloque. J'avais du mal à réfléchir, même pour des choses simples. Hein. Donc du coup, ça coupe tout. Pour moi, c'était un peu une espèce de... Pas comme si j'avais un point, mais quand même quelque chose... Ouais, c'est un peu fort ce qu'il dit, quoi, ce qu'il fait comme geste aussi. Oui, ça m'a troublée. Ça m'a troublée et en même temps, ça m'offense, ça me braque. Je me dis, mon Dieu, quelle attitude! Les émotions de colère, elles font peur parce qu'elles menacent potentiellement l'intégrité d'autrui, mais en tout cas aussi l'intégrité des règles de civilité, de ces règles de bienséance qui exigent qu'on parle à bas bruit, qu'on fait des salutations très rituelles et pacifiques et pacifiantes. Et la colère, c'est cet édifice-là qu'elle menace. Dimitri revient. Je vous prie de m'excuser. Ça va, merci. Et vous nous abandonnez comme ça? Ouais. Je vous prie de m'excuser. Je voulais pas, je suis vraiment désolée. Hein. Ça va, merci beaucoup. Moi aussi, je suis désolé. Je vais déménager. Plus quoi, j'en peux plus, j'en ai marre. La première fois, ça m'a fait plus de peine pour le monsieur. La deuxième fois, quand il est revenu et qu'il est reparti, je me suis dit que s'il revenait, il y aurait peut-être de la violence et j'avais pas envie qu'il revienne. Puis c'était violent, c'était d'une violence. C'est la violence qui m'a dérangée. Ça fait un peu peur quand même. Parce que si pour une broutille, la personne peut réagir comme ça, on se demande si on intervient ou même si on n'intervient pas, quelle proportion ça peut prendre. Et est-ce qu'il peut commencer, je sais pas, en prendre un pour taper sur l'autre ou Face à la colère d'autrui, surtout des personnes inconnues, on est plutôt dans un état de pétrification, de sidération. Parce que c'est vrai que la colère, elle se définit aussi par ces tendances qu'on appelle les tendances à l'action, donc cette manière d'emporter la personne en colère, et on ne sait jamais quelles sont les limites. La colère, à l'origine, ça venait de choléra, enfin de la maladie du corps ou de l'âme, en quelque sorte. Et donc là, face à un fou furieux, forcément, on a peur de ces réactions potentielles et on reste en retrait. La colère est donc une émotion qui dérange, elle met mal à l'aise et fait peur. Les proches de colériques savent combien il est difficile de gérer ces moments de grande tension émotionnelle. Souvent, ils subissent impuissants les éruptions de colère de leur conjoint, leur père ou de leur enfant. Mais les premiers à en souffrir bien souvent, ce sont les colériques eux-mêmes, surtout lorsque la colère devient violente. Dans des cas extrêmes, elle empêche de vivre, on passe la ligne rouge, les codes sociaux volent en éclats jusqu'à en devenir hors la loi. On parle souvent des hommes colériques et violents, pourtant les femmes, elles aussi, sont concernées.
On vit très mal ce genre de situation qui est la colère. Et on ne sait pas jusqu'où on peut aller quand on est en colère. Si je me sens humiliée, si je me sens vexée, je peux ressentir encore de la colère. On ressent au fond de nous une telle souffrance, c'est très violent. C'est comme un tremblement de terre, hein, puis ça n'avertit pas toujours. C'est un peu... je ne sais pas si j'ai le droit de comparer, c'est un peu comme la drogue. Une fois que ça revient, c'est dévastateur. Misha, c'est son nom d'emprunt, préfère témoigner à visage caché. Parce qu'une femme en colère, c'est socialement moins accepté. Pire, une femme en colère et violente, c'est la honte qui ronge de l'intérieur. J'avais des problèmes avec mon ex-mari. Ma colère était immense et c'est vrai que j'étais capable, je pense, de tuer. Parce qu'il me trompait. Et bon, on accepte difficilement ce genre de choses. Ça vous remue de parler de ça? J'ai pas su vraiment comme il fallait réagir. On perd ses moyens. Je me suis rendue à son travail en possession d'un couteau. J'ignore si je serai allée jusqu'au bout parce qu'il a eu le temps de retenir ma main. Et après, bon, ben voilà, il y a ce sentiment d'humiliation, de honte, beaucoup de honte. Et puis je dois dire aussi qu'avec ma fille, j'ai pas toujours été très douce. Il m'est arrivé de la frapper, de m'emporter violemment. Ouais. Et vous savez pourquoi? Par rapport à son comportement qui me déplaisait, sa façon de me parler quelquefois, et je n'acceptais pas, je pouvais pas. Puis c'était quoi? C'est une gifle qui partait? Des gifles, mais une fois j'ai été plus qu'une gifle, je l'ai vraiment frappé, vraiment frappé. Je ne me rappelle plus très bien, avec une grande violence. Voilà. Que je crois même que j'ai démoli un meuble. C'est vieux, mais bon. C'est toutefois... je lui demande pardon. Un jour, ça devient trop lourd. Trop de honte, trop de colère avec ceux qu'elle aime. Misha décide d'en parler. Elle sonne à la porte de l'association Face à Face à Genève, une association pour femmes violentes. Bien. On va faire une petite centration. Vous la faites, Véronique? Donc je vous invite soit à fermer les yeux, soit à regarder un point au sol, si c'est plus facile pour vous. Et ici, on m'a apporté beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. On m'a jamais laissé tomber. Sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je suis quand même fière de moi parce que personne ne m'a poussée à venir ici. Ça a été mon choix. Et c'est moi qui ai décidé de me prendre en main et de me soigner. Et aujourd'hui, c'est quoi votre objectif? Vous en êtes où? Sortir de cette spirale qui est la violence et vivre de façon plus détendue, un peu plus à l'écoute de moi-même. Et vous êtes vraiment sur ce chemin-là, hein? Non? Oui. Il me semble, hein? Même... Lorsque j'ai vu que ce qu'on offrait aux femmes qui agissaient de la violence, c'était de la psychiatrie, pour moi, c'était pas OK. Et ce qu'on leur offre, c'est vraiment au niveau comportemental. Nous, on va se mettre dans la relation avec ces femmes de telle manière qu'on va les frustrer peut-être à des moments donnés. Et elles vont devoir utiliser d'autres clés que ce qu'elles utilisent à l'extérieur.
On va essayer pour ces femmes justement de leur apprendre à comprendre les processus internes, de gérer leurs émotions. On va essayer de remonter l'estime d'elles-mêmes, parce que c'est catastrophique la plupart du temps. Et puis on va essayer aussi de leur apprendre justement à gérer ces comportements à des moments donnés qui sont inadéquats et qu'elles reconnaissent comme tels. Donc je vous propose de juste dire un mot avec quoi vous arrivez, quelle émotion vous arrivez. Crispé. Crispé. Ok. On continue? Un peu stressé. Un peu stressé. Ici, on apprend à canaliser la colère. Surtout, ne pas la refouler. Ok, merci Michel. Je pense que la colère, c'est comme un cancer. C'est que si on la garde à l'intérieur, qu'on l'avale, je pense que ça agit un peu comme un cancer. Et je pense que réellement, on peut se créer des pathologies physiques avec une colère qu'on n'arrive pas à extérioriser. Réellement, je pense que oui. Ça rend malade, ça c'est sûr. Ça, j'en suis sûre et certaine. Nader Perrou, Claudine Gachet nous dit que la psychiatrie n'est pas forcément la bonne réponse pour les colères extrêmes. Vous en pensez quoi? Alors, c'est vrai en partie. Si la difficulté à contrôler ma colère est sporadique, survient dans un événement particulier ou dans un contexte particulier, on peut imaginer que j'ai des problèmes en ce moment à mon travail ou je suis en période de divorce avec ma femme, je peux avoir de la difficulté à contrôler ma colère. Et ça va disparaître une fois que la situation ou l'événement qui a généré cette difficulté à contrôler la colère va disparaître. Ça, ce n'est pas un trouble psychiatrique, en effet. Par contre, si j'ai constamment des problèmes à contrôler ma colère, que cette difficulté à contrôler la colère survient dans différents contextes, au travail, avec les amis, avec mon conjoint ou ma conjointe, avec différentes personnes, et qu'en plus c'est associé à des difficultés à contrôler mon comportement, que c'est associé à des comportements délétères pour moi, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a ou non un trouble psychiatrique qui explique cela. On peut, par exemple, souffrir d'un trouble dépressif, qui peut parfois prendre la forme d'une forte irritabilité, avec une difficulté à contrôler particulièrement la colère. Et là, ça vaudrait quand même le coup de traiter cette dépression avant de mettre l'accent uniquement sur la régulation des émotions. Claudine Gachet compare aussi la colère à un cancer qui nous ronge de l'intérieur. Ça vous parle? Alors oui, dans le sens que si je vis tout le temps de la colère, au bout d'un moment, ça va m'user. Ce qui va beaucoup m'user, c'est les comportements associés à cette montée de colère. Il en existe plusieurs, soit dirigés contre moi, c'est une scarification, se faire vomir, manger tout ce qu'il y a dans un frigo, comportement de type boulimique. Ça peut être aussi des comportements autres, comme des achats compulsifs ou le fait de se taper ou autre. Ça peut être aussi des comportements hétéro-dommageables ou hétéro-agressifs, agresser l'autre, menacer l'autre, taper l'autre. Tous ces comportements ont comme objectif de soulager la tension interne. Mais est-ce qu'on peut vraiment éradiquer la colère de son quotidien et vivre ainsi plus sereinement? Alors, on ne veut pas éradiquer la colère, on peut apprendre aux personnes à mieux réguler leur colère et surtout à ne pas avoir recours aux comportements que je viens d'évoquer, c'est-à-dire à trouver d'autres stratégies pour soulager la tension interne. Mais la colère, elle est nécessaire, elle est nécessaire depuis tout petit pour se positionner dans la vie. Un enfant qui ne se met jamais en colère ne pourra pas manifester à ses parents le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est un outil de communication, déjà depuis la prime enfance. C'est un outil qui me sera utile aussi plus tard, à l'âge adulte, pour me positionner dans la vie, mettre des limites, que ce soit au travail ou que ce soit avec mes amis ou dans mon couple. Si je ne me mets jamais en colère, je me fais bouffer par les autres. C'est aussi utile dans des activités sportives, par exemple. Si je fais un match de tennis et puis que je dois jouer avec quelqu'un, il faut que j'aie un peu de colère pour donner le meilleur de moi-même, sinon je suis un mauvais partenaire. Et donc, en conclusion, la colère, elle est quand même vachement utile. Nader Perrou, merci. Merci à vous. Une étude américaine publiée dans une revue scientifique de renom démontre l'utilité de la colère pour améliorer nos performances physiques. Alexis Maas et Uri Gnisi ont démontré que la colère a une influence sur notre force physique. Pour cela, ils ont utilisé un système de poignées de serrage avec une centaine d'individus. Nous avons reproduit cette expérience avec 4 témoins. Le 5e, Fabrice, est notre complice. Bonjour. Fabrice? Oui.
Enchanté. La mission de Fabrice est de créer un sentiment d'injustice chez nos figurants avec un travail administratif ennuyeux à mourir et inéquitablement réparti. Ceux-ci devraient ainsi ressentir de la colère. Je vais vous demander à tous les deux de classer par date les documents qui sont dans ces classeurs devant vous. Mais avant cela, je vais vous proposer de faire un petit exercice physique. Je vais vous demander de serrer très fort, le plus possible, cette poignée de serrage. On va commencer avec vous, Pierre. C'est très simple. Vous serrez pendant quelques secondes et vous relâchez. Exactement. Prenez-la dans la main. Nos volontaires ne sont pas encore victimes d'une injustice. Tout cela leur semble bien curieux, mais ils se prêtent au jeu sans chercher à comprendre. C'est étrange. C'est étrange. Mais pourquoi pas, hein. Deuxième étape, la tâche administrative. Longue, ennuyeuse. Chaque feuille de ces 5 classeurs doit être triée par ordre chronologique. Et ce n'est pas tout. Et un seul d'entre vous va décider de combien de classeurs il triera et l'autre triera. Pour ce faire, on va faire ça avec un tirage au sort. Je vais vous demander d'inscrire vos prénoms sur les papiers qui sont devant vous. Le tirage au sort est truqué. Fabrice sort toujours gagnant. Il choisit donc de laisser un maximum de travail à son partenaire afin de créer le sentiment d'injustice. Merci. Alors, Fabrice, donc c'est vous qui décidez. Bon, moi, j'aime pas trop les papiers, c'est pas mon truc, donc je vais en prendre un. J'étais quand même un peu surpris par son choix. Je le laisse tout gérer. Un peu dégoûté quand même. Le sentiment que je ressens face à ça, c'est peut-être un petit peu d'amertume de ne pas pouvoir partager le travail à deux. Peut-être aussi une certaine déception par rapport à l'autre. Je vais en prendre un. Et puis je vais lui en laisser trier 4. Il y a un petit peu de frustration, peut-être. Un sentiment aussi, quand d'injustice. même. Un sentiment d'injustice. Voilà. Déjà, de ne pas avoir été favorisé par le sort, et puis ensuite, du coup, de se retrouver avec la plus longue tâche. Ce qu'on a réussi à voir chez Pierre, quand on regarde un petit peu son discours après l'expérience, qu'on lui a demandé de réfléchir à ce qu'il a vécu, il y a eu l'idée de frustration. Et donc cette idée de frustration, elle va aussi amener éventuellement des émotions de colère. Il n'a pas déclaré de la colère, mais il y a effectivement une idée de frustration, une idée éventuellement d'injustice qui peut émerger. Et ces émotions-là, ça renvoie à un niveau de tension, un niveau d'activation. Et si on a plus d'activation, si on a plus d'éveil, si on a plus de tension, c'est normal que dans une tâche de force pure, on va mettre plus de force, on va mieux performer dans cette tâche. Dernière étape, le deuxième serrage. Selon l'étude à ce moment-là de l'expérience, les figurants en colère contre Fabrice augmentent leur force physique. Pour Thibaut, 44,2 kg au premier, 48,2 au deuxième. Et la deuxième fois, je voulais aussi me surpasser. Au deuxième serrage, Pierre fait 45,3 kg, alors qu'il avait fait 43,4 au premier. Du fait que je me suis retrouvé être celui qui devait faire le plus de travail, je me suis senti plus tendu. La motivation, la mise en mouvement, elle a besoin d'un déclencheur, elle a besoin d'un moteur. Et ce moteur, ça peut être les émotions, et en particulier les émotions qui sont associées à de l'éveil, à de l'activation. Et la colère est une émotion qui est associée à beaucoup d'activation à un niveau d'éveil élevé. Donc la colère, c'est une sorte de moteur, un booster qui va permettre d'optimiser les performances, mais certaines performances, les performances physiques. Donc les émotions, ça permet la mise en mouvement. Sans émotion, on a du mal à concevoir quand même la mise en mouvement et l'action des individus. Dans la vie réelle, l'application de cette théorie est une évidence dans certains milieux. Et s'il y a bien un endroit où la colère nous prépare à l'action, c'est dans le sport. On crie, on se fâche, on s'emporte facilement. Hey, mais c'est le grand cinéma, ça! Go, Wigan, go, 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 go! On sait que Bâle doit être champion suisse. Il n'est pas en train de les aider encore. Ça suffit maintenant.
Aussi. Bernard Chalande, lui, l'a bien compris, l'homme qui ne sourit jamais. Bernard entraîne aujourd'hui l'équipe du Kosovo, et quand on dit qu'il ne sourit jamais, ce n'est pas tout à fait vrai. Sa colère légendaire, il en joue, la contrôle et l'utilise. Dans ma vie en général, je suis relativement calme, j'essaye de réfléchir, mais à un certain moment, je vais justement utiliser la colère, ou en tout cas ce qu'on considère, ce que monsieur tout le monde considère comme une colère, pour faire passer un message. En tout cas, comme entraîneur de football, je pense que je fais l'acteur. Je joue un rôle. Je joue un rôle pour essayer d'obtenir ce que j'aimerais, pour atteindre les objectifs. Press, press, go, return. You decide now if you want to do that together, all the players together, with pressing, with counter-pressing, with transition, with support the defense. So we are a very good team. C'est aussi là, si on reparle, le jeu de la colère ou de la sérénité, parce que c'est un petit peu ça. Il faut arriver à changer et à surprendre. Il y a des moments où je suis très très en colère et je vais être... Ils attendent tous peut-être, on fait une mauvaise mi-temps, j'arrive dans le vestiaire, ils attendent que je jette mon stylo ou que je tape contre le flip chart ou je sais pas, et que je crie, et puis au contraire, là je choisis, j'essaye sur le moment par exemple entre le moment où je vais dans les vestiaires, ou même de ne pas y aller tout de suite, de souffler un petit peu, et puis de savoir si je vais crier ou si je vais rassurer tout le monde et essayer d'obtenir autre chose. Yeah. Moi, dans ma vie en général, et c'est pas seulement avec mes joueurs sur un match de football, c'est aussi pour défendre une cause, je pense qu'à un certain moment, il faut élever la voix. Et si on reste toujours très suisse, entre guillemets, c'est difficile de faire passer un message. J'aime bien pouvoir m'insurger bien sûr avec peut-être mon attitude, avec mes bras qui bougent, avec mon regard. Par exemple, en match, j'ai des regards qui font peur et je me ferais peur moi-même si je me rencontrais le soir tout seul. Mais c'est plus un jeu. Utiliser la colère, utiliser le ressenti émotionnel pour faire changer les choses. Si vous restez en colère constamment, vous ne vivez plus. Et ça, c'est clair que c'est difficile. C'est difficile pour beaucoup de gens qui deviennent très négatifs et qui, tout de suite, sont sur le qui-vive. Pour moi, non, c'est un moyen de vivre mes émotions. Mon côté émotionnel qui doit sortir. Alors, autant il va sortir avec des larmes de joie, très facilement, des phrases qui vont me faire pleurer, et c'est déjà arrivé devant des joueurs, alors qu'on ne devrait pas le faire comme entraîneur. Mais finalement, je m'en moque totalement. Si ça fait rire des gens, ça les fait rire. Bernard et sa femme, c'est une longue histoire d'amour. Elle connaît ses colères par cœur, ou peut-être qu'elle seule les connaît vraiment. Elle n'aime pas du tout certaines attitudes que j'avais sur le bord du terrain. Et ça la choque parce qu'elle sait que je ne suis pas comme ça. On lui a dit, je ne comprends pas comment tu peux vivre avec quelqu'un comme ça. Mais de l'autre côté, elle me connaît et elle sait que ce n'est pas ma vraie nature. La colère sagement dosée serait donc source de performance, mais il s'agit ici d'une colère consciente et pleinement assumée. À l'Université de Genève, dans les laboratoires du département de psychologie, le professeur Guido Guendola va plus loin. Depuis 10 ans, lui et son équipe travaillent sur une expérience qui démontre la manière dont la colère peut faciliter nos performances cognitives, et ceci de manière inconsciente. Regardez. Voilà. Alors je vous laisse prendre place.
Dans ce minuscule labo de l'Université de Genève, des centaines de volontaires se succèdent depuis 10 ans pour le même exercice. Nous le reproduisons ici avec Pierre, notre volontaire. On commence d'abord par lui installer 4 électrodes afin de mesurer l'activité de son cœur avec l'électrocardiogramme. Le but est d'activer dans son cerveau le concept de colère afin d'évaluer ses performances cognitives. Cette activation d'une idée de la colère, de penser à la colère, peut influencer comment je m'applique pendant une tâche qui en fait rien à faire avec la colère elle-même. Pour commencer, Pierre visionne un film documentaire de 15 minutes sur les Açores. Des paysages paisibles, histoire de calmer son rythme cardiaque, comme pour mettre les compteurs à zéro. Arrive ensuite l'exercice de mémoire, assez simple. Pierre a 2 secondes pour répondre si oui ou non la lettre choisie par l'ordinateur appartient au groupe proposé. L'expérience dure 45 minutes. Tout au long de l'exercice, l'ordinateur envoie des images subliminales, des visages d'hommes et de femmes avec l'expression de nos émotions comme la tristesse ou la colère. Nous vous montrons ces images, mais lors de l'expérience, les volontaires n'aperçoivent qu'un flash. Ils ne peuvent pas les identifier. Dans nos expériences, vous avez vu, on ne veut pas vraiment que les gens ils sont colériques ou ils sont fâchés. C'est quelque chose qui travaille au niveau implicite, ça veut dire on flash des images des personnes qui expriment la colère et c'est traité par notre cerveau, mais avec l'idée que ça va activer une idée de la facilité. Donc la même tâche, si je flash des images de la colère, va sembler aux participants plus facile que si je flash des images de tristesse ou des images de peur. Et nous avons beaucoup d'évidences qui parlent pour l'idée que la colère peut faciliter nos actions. La preuve se lit en comparant les 2 courbes de l'électrocardiogramme. Lorsque le visage de la colère apparaît, le cœur de Pierre bat étonnamment moins vite. Il économise son énergie et devient plus efficace. La contraction cardiaque est commandée par notre cerveau. C'est lui qui envoie des informations pour que notre cœur économise son énergie. Lorsque le cerveau reçoit des images de colère, une émotion qui nous facilite les tâches, notre cœur bat donc moins vite, car notre cerveau active l'idée de facilité. Mais attention, pour que cela fonctionne, c'est important, tout ça doit être inconscient. Si on devient conscient de ces processus, ça change. Nous avons fait dans les années récentes beaucoup de recherches sur ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe dans notre expérience si on peut clairement percevoir des visages? Et l'effet est disparu. On veut manipuler mes pensées, ce qui est juste. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Et on corrige presque automatiquement pour faire quelque chose contre cette tentative de manipulation. Semblable aux orages que rien n'arrête, la colère s'empare de nous sans que l'on puisse la maîtriser. Mais elle est aussi une force capable de transformer. Depuis toujours, le désespoir du monde génère des embrasements populaires unis dans un même cri. La Suisse n'y échappe pas. 2019, des milliers de personnes défilent dans tout le pays lors de la première manifestation pour le climat, du jamais vu. Une nouvelle génération se lève. Il faut se rappeler quand même le début du mouvement, les grèves du climat. Si on a été dedans, on sait ce que c'était cette colère sociale, on ne l'oublie pas. C'est quelque chose qui est ancré en nous. Quand on lit un article, effectivement, on se dit, bon, c'est une colère, ils sont pas contents. Non, mais quand on se voyait dans les yeux, on pleurait, on criait, les premières fois, c'était d'une intensité. Moi, j'avais des chairs de poule, j'avais jamais vécu ça. Bonjour, je peux vous distribuer un manifeste de la grève pour l'avenir pour aujourd'hui. Vendredi 21 mai 2021. Voilà des semaines qu'il prépare cette nouvelle mobilisation pour le climat. Et la plus grande crainte de Steven, c'est qu'il y ait trop peu de monde. Je peux vous offrir ça? Merci bien. Bonne journée. Pour l'avenir, des solutions durables. Allez-y. La colère des jeunes s'exprime depuis longtemps, mais il s'agit de la maintenir sur la durée. Avec Virginie, ils appartiennent à ces jeunes engagés à 200%, une colère collective stimulante.
si on est seul, on ressent cette colère un peu tout seul, et puis il y a un peu une espèce de boule qui se crée, puis on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je peux faire, je me sens seule là-dedans, je me sens perdue. Et quand on est avec d'autres gens, moi, ça va plus être quelque chose de galvanisant, où je vais avoir de la force, genre on va avoir des discussions, des débats autour de quelque chose, puis on va se dire mais il faut qu'on fasse quelque chose, et on va planifier de faire quelque chose, et puis là, ça va être une colère qui fait que on peut déplacer des montagnes, vraiment. Et les colères collectives, elles ont toujours fait extrêmement peur, parce que ça a été synonyme d'émeute, synonyme évidemment aussi de révolution, et les effets de foule, on les connaît bien, c'est des effets qui font peur aux autorités, c'est des foules en colère, c'est des foules qui ne reculent devant rien parce qu'elles ont pris conscience en fait de leur force. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est intéressant que le mot émeute et le mot émotion, ça a exactement la même racine. C'est vraiment cette idée de mobiliser, d'émouvoir, on est mu et ému en fait par une émotion. Et l'émeute, c'était déjà, il y avait des émeutes presque individuelles, on est mu, mobilisé par un émoi en quelque sorte, et quand cet émoi se traduit en puissance collective, ça ébranle l'ordre établi. Comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs, y'a comme un goût de jus sous les deux qui se déroulent, y'a comme un goût de foulette qui sont dans la foule. Alors oui, je dis que je dis non, c'est pas une critique, c'est une critique, non. J'ai l'impression qu'il est long. J'ai peur, j'ai pas d'avenir, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochains mois. Et c'est terrifiant. Et ça, je pense, moi personnellement, ça me met en colère. Mais je pense qu'ici, tout le monde est plutôt d'accord. L'économie libérale, mensonge du capital. L'économie libérale, mensonge du capital. Il faut une colère sociale pour changer les choses. Sinon, c'est quoi le moteur, s'il n'y a pas ça? Je me demande, finalement, c'est du temps qu'on prend, de l'énergie pour aller dans la rue, pour tracter, pour réfléchir, pour construire des discours, des manifestes, etc. Et si c'est pas genre juste une espèce de colère qui fait qu'en fait, on n'a pas le choix de s'engager. Moi, j'ai l'impression d'être face à genre je m'engage ou je m'éteins. On donne quelque chose à cette colère en faisant quelque chose qui a du sens. Racine, même combat, patron, patrie, patriarcat, même racine, même combat. Cette colère d'une jeunesse révoltée est-elle utile? Les cris à eux seuls suffisent-ils à faire bouger les lignes? Pour avoir place au chapitre face aux personnes qui ont le pouvoir, en fait, on doit mettre nos corps vraiment en danger maintenant. On doit faire de la désobéissance civile, on doit aller loin pour pouvoir être dans le débat. Et des fois, on ne nous le donne pas, ou on nous prend la parole comme ça. Et ça m'énerve beaucoup. Des fois, on aimerait aller très loin. On aimerait faire changer des choses. On se dit, peut-être ça va faire quelque chose. Et aller très loin, ça veut dire quoi alors, aller très loin? Faire la révolution. Non, mais tout bonnement, parce que finalement, moi j'ai l'impression que ce qui me retient de tout casser, c'est que je sais très bien que ça va servir à rien. Et que j'ai pas envie d'être encore plus en colère, à donner du grain à moudre aux gens qui disent oui, franchement, c'est n'importe quoi, ils cassent tout. Moi, c'est juste, j'arrive à contrôler cette colère dans le sens où je me dis que il faut vraiment avoir un maximum de monde, il faut changer radicalement le système et que je préfère me dire, genre, je canalise cette colère en mettant de l'énergie politique plutôt que juste en utilisant mes poings pour casser des vitrines de capitalistes ou déchirer des affiches. Tenir un engagement en haute intensité, c'est extrêmement dur psychologiquement, mais aussi politiquement. On ne peut pas manifester tous les jours. Et donc, il faut des dispositifs qui prennent le relais de ces effervescences de la rue éphémère, qui sont des manières de manifester avec les pieds, comme on dit parfois, et de manifester par d'autres voies. Ces mouvements peuvent survivre si ils attaquent tous les fronts à la fois. Voilà, Dans la tête de, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir cette émission, elle est en tout temps disponible sur notre site internet. Vous pouvez également nous laisser un message à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à l'ensemble de l'équipe qui a contribué à cette édition pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.